Comment est-ce que l'on fait collaborer des salariés avec des freelances au sein d'une même organisation? De plus en plus d'entreprises ont franchi le pas en associant des travailleurs indépendants au sein même de leur organisation. Une entreprise augmentée de freelance qu'il faut malgré tout manager et organiser, bien évidemment. On en parle avec Frédérique Menou, bonjour. Bonjour. Directrice, avec plaisir Frédérique, directrice de l'expérience collaborateur de Mazars. Et puis nous sommes également avec Reda Mahfoud, bonjour. Bonjour. Directeur général de Malte France, que l'on ne présente plus, j'ai envie de dire, mais on en parlera quand même un petit peu. D'abord, peut-être, si vous voulez bien, j'ai envie peut-être qu'on fasse un premier petit état des lieux, finalement, parce que depuis la crise sanitaire, on l'a beaucoup dit, beaucoup entendu, beaucoup notamment évoqué dans cette émission, la mutation du marché du travail qui s'accélère. L'état des lieux, justement, peut-être, Reda, pour démarrer, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, j'allais dire, c'est devenu le travail indépendant une réalité incontournable? Est-ce qu'on a des chiffres, justement, d'ailleurs, précisément là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, le monde du freelancing est un monde qui est en croissance depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans même. En revanche, on a observé quelque chose qui est un accélérateur assez évident à l'ère post-Covid, qui est lié à la quête de sens qui s'est accélérée, aux besoins de flexibilité des entreprises qui s'est accru. Et donc, quand on associe les deux, effectivement, le Covid a plutôt été un catalyseur du mouvement freelancing. Et pour vous donner quelques chiffres, effectivement, on était sur une moyenne de croissance à peu près du freelancing de 15% par an, si on regarde ce qui se passe depuis 15 ans. Et depuis le Covid, on est plutôt entre 20 et 25%. Donc, on est sur un vrai accélérateur, en l'occurrence. Oui. Et j'allais dire, c'est pour ça que je dis qu'on va parler un peu de Malte quand même, mais ça se ressent, j'imagine, aussi chez vous, chez Malte, sur le nombre de profils, sur le développement des missions. Vous le voyez très concrètement depuis 2 ans, admettons? Oui, alors nous, on aime bien dire qu'on a un freelance qui s'inscrit sur Malte toutes les minutes. D'accord. Un chiffre qui montre de manière assez, je trouve, représentative la dynamique freelance et la vitesse à laquelle ça va. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a 550 000 freelances qui sont inscrits sur Malte. Il y a 1 an, ils étaient 350 000. Et puis, il y a 2 ans, ils étaient à peu près 150 000. Donc, vous voyez le marché dont on parle. Alors, même question, Frédéric, chez Mazars. Alors, vous embauchez peut-être pas un freelance toutes les minutes chez Mazars, quoique. Mais justement, comment vous avez vécu dans une grande entreprise qui est Mazars, ce développement finalement du travail indépendant, et à un moment donné, vous avez décidé de faire corps avec ça et d'en avoir de plus en plus au sein de votre organisation? Tout à fait. En fait, c'est pas une pratique qui est nouvelle chez Mazars. Oui. C'est vraiment partie de la stratégie d'entreprise entendue qu'on mène depuis plusieurs années. Donc, on fait appel à des freelances pour plusieurs types de missions, à la fois pour renforcer les équipes avec des spécificités très particulières qui viennent renforcer les équipes. Vraiment sur des compétences que vous n'avez pas forcément en interne? Des compétences qu'on n'a pas en interne et qui vont venir renforcer nos équipes pour répondre au mieux à nos clients. Ou alors venir renforcer nos équipes sur des périodes de forte charge. Donc en termes de responsabilité d'entreprise, on fait attention à l'équilibre vie pro, vie perso de nos collaborateurs et donc de venir les renforcer sur des périodes de haute charge. C'est dans ce cadre-là qu'on les fait appel à eux. Et est-ce que ce sont exclusivement, j'allais dire, des salariés en mal de liberté ou des anciens salariés, en l'occurrence, en mal de liberté, les profils que vous accueillez chez Mazars de travailleurs indépendants? Non, ça peut vraiment être de tout. Déjà, sur les équipes les plus ouvertes, ça peut représenter jusqu'à 10% des équipes de staffing. Ah oui. Sur les équipes les plus ouvertes. Et on va accueillir, bien entendu, des indépendants, des freelances, plutôt sur des professions intellectuelles, que ça soit en finance, en tech, en IA, en data. Voilà, tout type de projet. Ça peut être des personnes indépendantes, freelance, mais ça peut être aussi nos collaborateurs. Bien sûr. Depuis 5 ans, on a retiré la clause de non-concurrence sur nos contrats. Et en fait, du coup, nos propres collaborateurs peuvent être aussi freelance. D'accord, effectivement. Et justement, mais ça, c'était une question pour Reda, mais dans quel métier on en retrouve aujourd'hui des travailleurs indépendants? Est-ce que c'est, j'allais dire d'une certaine manière, encore qu'un truc de créatif où on avait effectivement beaucoup de graphistes, de développeurs web, d'UX designers, de ce genre de métier? Est-ce que c'est toujours le cas? Le terreau du freelancing, c'est le monde de la création graphique et le monde de l'IT. On regarde ce qui se passait il y a 10 ans, c'était essentiellement ça. En revanche, si on compare les dynamiques entre les différents secteurs, c'est plus ces secteurs-là qui vont le plus vite. Ceux qui se développent très vite aujourd'hui, c'est plutôt les nouveaux métiers d'expertise autour de la compliance, autour de la réglementation, autour de l'IA générative, autour de toutes les expertises nouvelles avec une demande qui est très forte et qui de fait catalyse très fortement les freelances qui ont envie d'aller vers ces métiers-là et qui ont de fait beaucoup plus de chances de trouver un client.
Et quand on parle de compliance, par exemple, c'est des freelances que vous êtes capable de recruter dans des équipes de projet? Tout à fait. Compliance, finance, IT, audit. On peut vraiment accueillir les freelances sur tout type de mission, dès lors que sécurité, confidentialité, effectivement, sont au cœur du sujet. Parce que comment on gère finalement ce sujet de la confidentialité quand on a finalement les travailleurs indépendants? Il y a plein de techniques. Il y a des NDA, des contrats qu'on met en place. C'est vraiment pas une barrière. C'est pas un sujet pour vous, en tout cas. C'est pas un sujet pour nous, en tout cas, à date, non, pas du tout. Pourquoi est-ce que finalement, aujourd'hui, on reste freelance d'un côté, parce qu'effectivement, quand on l'est, en général, on veut le rester, et pourquoi finalement aussi de l'autre côté, on a envie de rester salarié aujourd'hui? Peut-être un petit mot chacun, Frédéric, peut-être pour commencer, mais pourquoi finalement vos salariés qui sont chez vous, chez Mazars, ils ont encore envie de rester salariés? En fait, déjà, je pense qu'il ne faut pas se poser la question, c'est un choix, déjà. C'est d'ailleurs, la marque employeur de Mazars, c'est The Smart Choice. Donc j'imagine que les gens qui sont venus chez Mazars, ils ont fait le choix de venir chez Mazars. Ceux qui ont décidé d'être indépendants en freelance ont fait le choix d'être indépendants, tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas envie d'avoir le même sens dans leur ville, le même équilibre professionnel, les mêmes... De la même manière, on n'oppose pas le freelancing au salariat. On aime bien prendre notre propre exemple. On est 700 salariés, 700 personnes, dont 100 freelance. Donc il y a 600 CDI et 100 freelance dans l'organisation de Malte. Et quelque part, on croit beaucoup au modèle hybride dans lequel on va avoir une complémentarité entre la personne qui va rechercher de l'autonomie, de l'indépendance, de la flexibilité, une expertise et un talent à mettre à profit au sein d'une organisation. Donc c'est plutôt le monde et les moteurs du freelance. Et puis les moteurs du salarié, ils existent aussi. C'est se projeter dans le temps, dans une organisation, faire partie de son actif. C'est deux choses qui ont leur place. Qui ont leur place, effectivement. Alors bon, si on se projette, j'allais dire, un peu plus concrètement dans la vie d'une organisation, par exemple chez Mazars, en l'occurrence, comment est-ce que finalement ils travaillent très concrètement, j'allais dire, ces deux types de collaborateurs, en l'occurrence, vos travailleurs indépendants et vos... C'est quoi la relation finalement qui se crée? Est-ce que, par exemple, il y a, j'allais dire d'emblée, finalement, une forme de relation hiérarchique avec les collaborateurs internes, j'allais dire, de l'entreprise sur le travailleur indépendant, par exemple? Alors déjà, je pense que c'est une relation humaine. Bien sûr. Ça reste en interne ou freelance, on reste des humains. Et autant, il y a quelques années, peut-être le freelance pouvait être vu comme un mercenaire. Aujourd'hui, il est vu comme quelqu'un de complètement intégré dans des organisations comme Mazars. Déjà parce que notre moyenne d'âge de 29 ans, en fait, ce sont des jeunes qui sortent d'école. Et aujourd'hui, en école, on demande aux jeunes, est-ce que tu veux entrer dans une entreprise ? Ou est-ce que tu veux devenir freelance? Donc, ça fait partie d'un modèle complètement intégré. Et voilà. Donc, au niveau des équipes, ça se passe très bien. Bien sûr, il faut mettre en place un management qui soit équilibré, à la fois pour les collaborateurs internes et pour les freelances, et des valeurs managériales qui soient communes aux deux, d'écoute, de bienveillance, donner du sens dans la mission, donner aussi une vision sur les prochaines missions qui pourraient être mises dans le futur. Et en l'occurrence, on a le sentiment finalement, et c'est un terme que vous donnez régulièrement, notamment chez Mazars, mais que l'entreprise elle est un peu passée en mode projet, en fonction effectivement de vos clients, de vos missions. Est-ce que c'est une des raisons finalement pour laquelle on a de plus en plus de freelance, de travailleurs indépendants dans les entreprises? Parce que la manière de travailler, de conduire finalement son activité a un peu évolué aussi? La manière de conduire nos activités ont évolué, les sujets d'émission ont évolué aussi, donc forcément il faut se renouveler. On ne peut pas avoir tout le temps toutes les compétences au sein de Mazars pour un souci juste de flexibilité de masse salariale. Donc on fait régulièrement appel à des freelances justement pour venir compléter ces équipes. Bien sûr. Mais ce qui est quelque chose de très... c'est vraiment le principe de l'entreprise ouverte, c'est vraiment quelque chose de donnant-donnant, c'est-à-dire que le freelance va venir pour apporter quelque chose, mais les équipes en interne vont aussi avoir de l'émulation, être contents de travailler avec des freelances parce qu'ils vont leur apporter des compétences spécifiques, différentes. Oui, tout à fait. Un petit complément par rapport à ça. Nous, ce qu'on observe beaucoup, on ne pense pas que l'organisation a changé dans ses fondamentaux, l'organisation du travail et puis le fonctionnement du projet versus ce qu'on va appeler plus la vie de tous les jours dans l'organisation. En revanche, ce qui bouge très vite, c'est le besoin d'innovation, le besoin d'aller vite, le besoin de très vite se retourner, de pivoter. Et donc, autour de ces idées de vitesse et d'agilité, le freelancing est une solution qui est extrêmement positive et favorable. Bien sûr. Parce qu'on peut trouver quelqu'un en 6 jours quand pour un CDD ou un CDI, il faut plutôt plusieurs mois. Parce qu'on va trouver une expertise de niche sur un domaine qui parfois est extrêmement rare. Et le fait de faire appel via des marketplaces
avec une technologie qui accélère cette recherche, amène très vite. Voilà, tout ça amène forcément de la vitesse, et c'est ça que recherchent de plus en plus les... Alors, un petit coup d'œil, j'allais dire, vu des RH en l'occurrence, parce que d'ailleurs, la question fondamentale, c'est est-ce que cela doit redevenir, ou est-ce que c'est en train peut-être de redevenir un sujet RH? Parce que très longtemps, effectivement, quand on était travailleur indépendant, on dépendait du service achat, on vendait une prestation par définition. Est-ce que par exemple, chez Mazars, justement, c'est en train de rebasculer et d'avoir une lecture un peu différente, justement? Totalement. Avant, le sujet était pris plutôt par les services achats. Là, complètement réintégré à la stratégie RH, à la stratégie d'entreprise ouverte, avec à la fois les freelances, les alumni, les startups avec lesquels on travaille. Et en l'occurrence, est-ce que, j'allais dire, pour les RH qui doivent gérer ça au quotidien, est-ce que ça crée des conflits, justement, peut-être en matière de statut, en matière de rémunération? Comment est-ce qu'on gère ça aujourd'hui? Alors c'est bien le sujet. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais surtout, ce n'est pas la question, parce qu'en fait, un collaborateur indépendant et un freelance, un collaborateur interne et un freelance n'ont pas le même statut via le Code du travail. Donc en fait, le sujet, c'est pas tant est-ce que c'est l'entreprise qui doit gérer ce souci-là, c'est plutôt qu'est-ce qui peut être mis en place pour répondre à cette évolution sociétale, à ces nouveaux profils et leur permettre d'avoir accès eux aussi à des avantages en termes de retraite, de chômage, d'accès à des emprunts bancaires ou des choses comme ça. Reda Mahfoud, justement, chez Malte, c'est forcément un sujet que vous regardez nécessairement, le statut, le niveau de protection aussi des travailleurs indépendants. Est-ce que finalement, parfois, on peut considérer que pour ces grandes entreprises, ou ces entreprises tout court d'ailleurs, ça peut être un recours peut-être un peu facile à de la main-d'œuvre auquel on n'offre pas finalement le même niveau de protection salariale, sociale? Et donc, alors, les freelances bénéficient d'une protection sociale. Ils cotisent, donc quelque part, ils ont aussi une sécurité sociale. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment d'écart. En revanche, là où je partage l'analyse, ou en tout cas la crainte, ou les petites craintes qu'il peut y avoir dans certaines organisations, oui, aujourd'hui, il y a encore une crainte au niveau des RH de faire appel à de l'externe et de le mettre en concurrence avec le salarié interne. Et c'est plus là-dessus que le DRH n'est pas suffisamment légitime encore dans les organisations en France pour être à l'aise, pour gérer la compétence plutôt que de gérer des statuts. Et justement, il faut dans l'entreprise quelqu'un qui joue ce rôle de jonction, créer un modèle de RH un peu plus. Est-ce que c'est, par exemple, chez Mazars, je pense que chez Reda, il y a certainement aussi quelques témoignages, mais est-ce qu'effectivement, vous avez finalement besoin d'un professionnel dans votre entreprise qui est capable de gérer un petit peu différemment cette relation? Alors, je pense qu'on peut effectivement mettre quelqu'un qui gère cette relation, mais c'est aussi tous les outils qu'on va utiliser peut-être plus traditionnellement sur la communication pour des collaborateurs internes, peut-être à transposer au monde du freelance et au monde des indépendants. Je pense notamment à la marque employeur, à l'expérience collaborateur. Peut-être réinventer ces modèles-là en disant est-ce qu'il n'y a pas une marque pour les freelances, une expérience collaborateur pour les freelances et les indépendants. Et du coup, jouer sur ces outils-là de recrutement, d'onboarding, de fidélisation. Et je pense que cette personne-là, ça serait ça son rôle, en tout cas. Effectivement, mais la relation entre l'entreprise et le travailleur se renverse un petit peu d'une certaine manière, quand on parle de fidélisation. Reda Mahfoud, d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut effectivement avoir un rôle ou une compétence ou un collaborateur nouveau dans l'entreprise pour gérer ces relations? Oui, alors le sujet est complexe parce qu'effectivement, il y a les DRH, il y a les achats, il y a les métiers. Donc on est dans une organisation où chacun a des envies et des moteurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc le fait de localiser... Travaille de manière un peu silotée en plus. Tout à fait. Et donc le fait d'identifier une personne qui est en charge de la coordination est quelque chose que nous, on pousse beaucoup. On pense que c'est effectivement, on a des premiers exemples qui marchent. En revanche, verticaliser complètement la fonction freelance en faisant une fonction un peu à part, qui va être positionné plus ou moins en concurrence par moment avec les autres, là, on pense que c'est plutôt pas une bonne idée. Donc, on parle beaucoup de Chief Freelance Officer, ça fait partie de mots qu'on entend beaucoup sur le marché. C'est un peu pareil chez Mazars, on parle de ça, voilà. Donc, on les appelle comment, des CFO? La fonction n'est pas encore créée. Pas chez vous encore. La candidature. Effectivement, voilà. Je rejoins complètement Frédéric sur le sujet de l'onboarding et de la marque employeur. C'est un sujet de marque employeur, ce que j'allais vous demander, mais bien sûr. Complètement de marque employeur. Il faut être extrêmement attentif à ce que les freelances disent de l'entreprise, leur niveau de satisfaction. Bien sûr. Si le marché augmente de 15% par an, la proportion de freelance dans les entreprises augmente de 15% par an. Donc c'est du x2 en 5 ans. C'est quelque chose qu'il faut savoir anticiper. Et le chiffre
dit beaucoup de choses sur l'importance que ça a en termes de stratégie. Allez, en 20 secondes chacun, mais vraiment en 20 secondes pour terminer. Mais finalement, comment est-ce que vous voyez un petit peu l'évolution de ça? Alors peut-être d'abord pour nous dire chez Mazars, comment est-ce que vous voyez l'évolution du nombre de freelances par rapport au nombre de collaborateurs? C'est quoi un peu la trajectoire que vous allez afficher par exemple pour cette fin d'année ou l'année prochaine? Alors, je n'ai pas de chiffres, mais je pense que ça va être quelque chose de plutôt exponentiel. Je sais que chez Mazars, on est en train de mettre plein de programmes justement pour les freelances, avoir une plateforme qui leur soit dédiée. Justement, je parlais de... Ça représente d'ailleurs combien en pourcentage de votre masse salariale? Ça peut représenter jusqu'à 10% sur certaines équipes qui sont les plus ouvertes. Sur certaines équipes, mais pas sur la masse salariale globale de votre entreprise aujourd'hui, en tout cas en France. Reda Mahfoud. Nous, on aime bien prendre l'exemple américain. Ça, c'est un bon relais de croissance pour Malte. Lequel? Celui d'avoir des collaborateurs freelance que vous pouvez placer dans les entreprises, en l'occurrence. Et on fera appel à Malte. Et vous ferez à Malte également. Donc effectivement, l'exemple est assez facile. Non, on aime bien prendre l'exemple des États-Unis qui ont 5-6 ans d'avance dans les chiffres par rapport à la France. Aux États-Unis, il y a 30% des ressources dans le monde de la prestation, des cadres, qui est freelancisé. En France, on est à 12-13%. Donc si on tire le trait, on voit le potentiel qu'on a devant nous. Donc, quand on regarde l'historique, on a des courbes qui sont exactement les mêmes, on a des contextes et des besoins qui sont les mêmes. Donc on est assez confiant et certain que ce chiffre-là, on va le retrouver dans les prochaines années en France aussi. Bon, à suivre dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup Frédéric Menou, directrice de l'expérience collaborateur de Mazars, et Reda Mahfoud, directeur général de Malte France, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Job sur Bismart.